Nous sommes ici dans les arcanes du pouvoir traditionnel de la dynastie Domba Bisogo. Le cinquième de cette lignée est le chef coutumier Mvok Beti depuis une quarantaine d'années. Sa Majesté Bilo Aifa est aujourd'hui en porte-à-faux avec l'administration territoriale au Cameroun, accusé d'incitation à l'insurrection, insubordination caractérisée et participation à une manifestation interdite. Il a été à la surprise générale destitué selon un arrêté ministériel, une décision qui a provoqué un tollé de réactions au sein de l'opinion publique. Qui est ce chef traditionnel qui est accusé de défiance contre les autorités administratives au Cameroun? Sa Majesté Bilo Aifa est-il en train de payer le prix de son soutien au professeur Maurice Kamto et son engagement au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité pour Sa Majesté Bilo Aifa, chef coutumier Mvok Beti. Il est l'invité de l'émission La Vérité en face sur Equinox Télévision. Sa Majesté Bilo Aifa, merci de nous accueillir ici, chez vous, dans votre palais royal. Bonsoir. Bonsoir. Et pour mener à bien cet entretien avec vous, je suis en compagnie de Jonathan Babila. Good evening, Jonathan. Good evening, Cedric. Thanks, dear viewers, for joining us on this edition of La Vérité en face on Equinox Television. His Royal Majesty. Good evening. Thank you. Good evening. Et juste à côté de vous, Duval Fangwa. Bonsoir, Duval. Bonsoir, Cédric Nofélé. Bonsoir à Sa Majesté. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Cédric, Duval, Jonathan, mes chers amis, accordez-moi de sacrifier au rituel de la politesse et dire: c'est moi qui suis heureux de vous recevoir en notre modeste demeure. Sa Majesté Bilo Aifa, vous vous présentez comme l'héritier du trône Eondo Messa. Qu'est-ce qui démontre aux yeux des nouvelles générations que vous êtes vraiment descendant de cette lignée royale qui mérite de s'asseoir sur le trône de cette dynastie? Mon père, mon prédécesseur, Sa Majesté Aifa Pierre, est rentré dans la dormition le 15 septembre 1979, immédiatement en conformité avec nos coutumes et traditions. Le collège des notables est rentré en conclave en vue de la désignation du successeur. 3 jours plus tard, on respecte toujours avec nos coutumes et traditions, ce collège est venu rendre public la décision du conclave. Et ceci s'est passé avant la mise en terre du Découjus. En 1985, je disais déjà, intervient l'arrêté homologuant la décision du conclave, en conformité naturellement avec les prescriptions du Découjus. Ce n'est pas moi qui pose des questions, mais vous me le permettrez. Est-ce à dire que de 1979 à 1985, notre royaume n'était pas gouverné? Que non. J'embraye donc immédiatement pour vous dire. Mon nom est Paul-Marie Biloa Aifa. C'est par dévolution héréditaire que je suis le chef coutumier Mvok Beti du clan Mvok Tsombala, le 5e de la dynastie Domba Bisogo. Après que je vous ai dit cela, vous êtes suffisamment outillés pour dire: voilà le souverain de Mvok Beti du clan Mvok Tsombala. His Royal Majesty, can you tell us what happens in the conclave of notables during the selection of a traditional ruler or the successor? What are some of the factors that are considered during the selection? What are the factors that worked in your favor for you to be seated on this throne today? Votre question m'amène quand même à vous dire et de devoir un tout petit peu m'y tendre.
Je suis issu de 13 couches de ma défunte mère et dont la reine, qui fut l'épouse du souverain des Mbok-Beti du clan Mbok Tsumbala. Et comme par enchantement, je suis aussi le 5e de la lignée. Mais maintenant, pour répondre à votre question, j'ai dit, le conclave qui réunit les notables de la chefferie sur le plan coutumier est en réalité une formalité. Parce que ceux-ci se mettent si par l'extraordinaire, il y a quelque chose qui venait à clocher. Alors ils venaient le dire. Ils viennent juste rendre public la décision, la prescription du décousus. Qu'est-ce qui explique le choix porté sur vous pour être le successeur de votre père, l'héritier de ce trône? Cette question, Cédric, il faudrait peut-être, n'est-ce pas, jouer les exhumeurs pour la poser à mon père, qui est en dormition. Mais certainement, vous avez eu des éléments, des signes durant votre adolescence, durant votre enfance, qui vous prédestinaient à être celui qui hérite du trône royal. Aucun successeur ne peut avoir des signes. Sinon alors, comment est-ce que cela pourrait être possible? Le véritable successeur est surpris comme tout le monde. Mais on a écouté, il y a quelques semaines, nous avons fait une émission avec Sa Majesté Soukudjou, qui nous indiquait qu'en règle générale, par exemple dans les chefferies bamileke, le successeur, très souvent, il est loin de la chefferie pour le protéger. Ce sont des indications qui, plus tard, peuvent montrer que celui-là était prédestiné à occuper le trône royal. Est-ce que dans votre cas, il n'y a pas des indices ou des signes dans ce sens? Dans notre cas, et donc tant que nos coutumes et traditions, nous n'avons justement pas cela. Et c'est ça qui justement fait la différence, n'est-ce pas, et la diversité culturelle. Mais chez nous, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que tout se passe solennellement et le successeur est désigné avant la mise en terre. Parce que dans le cas, effectivement, est-ce que cela est lié à l'essence même de ces chefferies traditionnelles, à leur nature? Parce que vous savez, très souvent, on parle de la catégorisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. On distingue les sociétés centralisées et les sociétés égalitaires, pour faire allusion à la prééminence du pouvoir royal, à l'aura dont jouit le chef, qui n'est pas forcément le même ou la même, que ce soit dans les régions des Grassfields, de Nord-Ouest, entre autres, ou dans les sultanats Lamida de l'extrême nord ou du nord de façon globale, et les sociétés de la forêt, donc centre, sud, est, entre autres. Je voudrais vous dire, mon cher ami, que nous ne nous sentons pas du tout offusqués. Nous gérons nos us et coutumes, nos traditions. Chez nous, le chef est le chef. Les degrés ne nous concernent en rien. Peut-être que vous devrez rentrer un peu plus en détail, Sa Majesté, pour nous faire comprendre comment se fait le processus, nous décrit le processus de désignation ou de dévolution de ce pouvoir. Peut-être que ça nous permettrait effectivement de mieux comprendre et peut-être d'opérer une sorte de comparaison avec ce qu'on observe ailleurs, pour justement mettre peut-être en relief cette diversité qui doit être une richesse. Je venais de vous répondre, Duval, lorsque je vous disais que dans la tradition Beti et donc dans nos coutumes, la différence est claire. Lorsque le souverain, je dis bien, lorsqu'il rentre dans la dormition, parce que chez nous, les souverains ne meurent pas, ils dorment. Les monarques ne meurent pas, ils dorment. Lorsqu'il rentre dans la dormition, immédiatement, le collège des notables, n'est-ce pas, se met en branlée et entre en conclave. En vue de désigner un chef, mais seulement ils ne peuvent pas le faire
n'est-ce pas, en dehors des prescriptions du décujus. Je crois vous avoir apporté une réponse à ce sujet. His Royal Voilà la Majesty. différence. His Royal Majesty, earlier you said that only your father can answer the question on the choice of you to be seated on this throne today. And I want to ask you the question: who has the decision as far as the choice of the successor of the king or the chief is concerned? Is it the chief who was on seat before his demise? Is it the notables or the ancestors? Bien, je vais vous répondre rapidement aussi à ce sujet. Le monarque tel que je le suis en ce moment connaît très bien son successeur. Mais il n'a pas besoin de le mettre en exergue. C'est lui qui connaît son successeur. C'est lui qui fait la confidence, n'est-ce pas, à ce que l'on appelle ici des notables. Et en un moment bien opportun, de sorte que cela ne transpire. C'est pour ça que je vous dis, le monarque n'a pas besoin de dire au successeur, il peut entreprendre des actions où le successeur n'est au courant de rien du tout. Mais c'est lorsque le conclave des notables est sorti que même ce successeur est mis au courant que c'est lui effectivement le successeur. Pourquoi? Le monarque, de son vivant encore, avant sa succession, ne peut le faire sinon il expose le successeur. Il risque, n'est-ce pas, d'alimenter une concurrence qui va permettre à ce que, dans les chefferies, que j'en commence une bagarre inutile. Voilà comment nos parents avaient pensé à l'époque. C'est pour ça que je vous dis, le successeur lui-même n'est pas en capacité de connaître avant le départ de son prédécesseur, qu'il sera le successeur. Sa Majesté Bilo Aifa, vous vous présentez comme le cinquième, la lignée de la dynastie Domba Bisogo. Qui est-il et quel rôle a-t-il joué dans l'histoire du Cameroun? Domba Bisogo, à la vérité, c'était un guerrier. C'était un chef de guerre. Il faut vous dire, avant l'arrivée, je vais dire, n'est-ce pas, de manière simple, le blanc, dans notre pays, ce furent des clans. Et ce qui primait beaucoup, c'était beaucoup plus les chefs de guerre. Et Domba Bisogo était donc un chef de guerre qui, immédiatement, de manière indue, et de facto devenait le chef de son clan. Maintenant, si je voudrais, pour vous éviter, n'est-ce pas, plusieurs autres questions, je vous dis, je suis le cinquième de la lignée et donc le cinquième de la dynastie. C'est un fait. Ce n'est pas un artifice. Domba Bisogo fut donc le chef de guerre et donc le chef de la tribu des Mvogbeti du clan Mvog-Tsumbala. Après lui, c'est fut Efangon Esele qui succéda à Domba Bisogo. Après Efangon Esele, c'était Édouard Bala qui succéda aussi à ce dernier. Et ensuite, c'était Tefa Pierre, et donc mon prédécesseur immédiat. Si vous faites un petit calcul arithmétique simple, vous comprendrez que Paul-Marie Bilo Aifa devient immédiatement le cinquième de cette dynastie. Et ce guerrier, Domba, quelles a été ses relations avec les Blancs lors de... Un bon Betty, Domba Bisogo était un sédentaire. Il n'entendait pas. Quelle est la symbolique de ce sang bleu chez les Tsumbala? Le sang bleu, lorsqu'on le dit, c'est en métaphore. Vous conviendrez avec moi qu'aucun sang n'est bleu. Mais nous le disons en métaphore pour symboliser, n'est-ce pas, la force elle-même, et je dirais même la supériorité.
parce que le Tsombala, l'invoque Tsombala, c'est le clan le plus puissant de les villes de Yaoundé. Aujourd'hui, s'il faut représenter ce clan, quelle est l'étendue de son influence et sa disposition sur la carte administrative de la capitale Yaoundé? Disons que son étendue est assez vaste. Je vous dispenserai, n'est-ce pas, d'être exhaustif en la matière. Les Tchombala, lorsque vous parlez des Tchombala, je vais vous prendre, n'est-ce pas, quelques petits coins. L'Onvok Beti, d'abord, c'est l'aîné des Tchombala. Il y a l'Onvok Adaya, l'Onvok Atemenga, il y a l'Onvok Djou, il y a l'Onvok Ntigi, pour ne citer que cela. C'est en réalité, n'est-ce pas, ce clan-là qui bonde de la ville de Yaoundé. Et donc, lorsque vous entendez les Tsinga, les Angok, c'est des gens à qui le Tchombala a accordé asile. Le Tsinga, l'Angok, pour ne citer que cela. Il a accordé asile. Et on s'est comporté avec eux, n'est-ce pas, en frères. Les étudiés aussi, par exemple, ils sont venus, c'est des frères. Mais ces trois catégories dont je viens de vous citer, à savoir les Tsinga, les Angok, les étudiés, pour ne citer que cela, ne font pas partie du clan Boktumbala. His Royal Majesty, earlier you said your ancestor was a warrior. Did he fight against white domination? What did he do as far as the history of Cameroon is concerned? À l'époque où la brutalité et la sauvagerie étaient à l'honneur, il fallait effectivement des chefs de guerre pour faire face à ce genre de situation. Alors, on me poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Non, je ne saurais pas être exhaustif. C'est pour cela que je vous prierai. Nous redévelopperons, n'est-ce pas, cette thèse. Mais l'important, Sa Majesté, il est important de donner un ou deux faits importants, je vais dire du point de vue historique, pour montrer justement l'aura dont jouissait ce chef et l'importance de cette chefferie traditionnelle. Vous savez, lorsqu'on parle de l'histoire coloniale du Cameroun, lorsqu'on évoque les rapports entre l'administration coloniale et les chefs traditionnels, il y a un certain nombre de noms qui reviennent comme étant ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont résisté soit à la pénétration allemande, en prenant le cas, par exemple, des chefs du sud-ouest, Kouvadi Kenyé, Obabeti, dans la forêt, entre autres. Il y a ceux qui ont résisté à l'administration allemande. On prend le cas d'un certain nombre de chefs côtiers, Rudolf Douala Mangabel, ou encore Martin Paul Samba et Bolova, entre autres. Lorsqu'on parle de ces chefs, très souvent, on ne voit pas apparaître en premier plan, justement, les chefs, vos ancêtres, en tout cas, le premier. Oui. Alors, la question qu'on pose, c'est de savoir si on peut rappeler de façon assez brève un ou deux faits majeurs qui permettent justement de voir quelle était, par exemple, sa contribution à la lutte, à la résistance, à la pénétration ou à l'administration allemande. Peut-être que cela permettrait de voir justement l'aura dont jouissait ce chef et les rapports très tendus que vous avez évoqués tout à l'heure, que vous avez souligné tout à l'heure, avec l'administration. Donc Babisogo a accordé asile, n'est-ce pas, à l'Allemand, qui était venu d'abord en visiteur, en explorateur, mais qui s'est mué en colon. Il lui a accordé asile. Mais Ongba Bissoko n'a pas accepté, n'est-ce pas, l'inféodation. Il n'a pas accepté l'intimidation. Il n'a pas accepté le mode de fonctionnement du colon allemand, celui-là, donc le visiteur qui était devenu le colon. Il ne l'a pas accepté. D'où l'ouverture des hostilités à une époque. Les plus violents, on les connaît. Par exemple, le chef, le roi des Bamoun, le sultan Djoya, qui a été destitué, puis exilé par l'administration coloniale française, notamment le colonel Marchand, qui lui-même est descendu à Fumban
pour s'en occuper. On connaissait très bien les rapports très tendus qu'ils avaient avec les autres. On n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau-là, non? Ce que vous évoquez là vient longtemps après, n'est-ce pas, le règne d'Ongba Bisogo et bien d'autres, parce que Ongba Bisogo, lors d'un moment d'accalmie, avec le colon allemand, je veux dire allemand parce qu'il y a eu des Anglais aussi à une époque, le colon allemand de manière précise, le colon a pensé que c'est parce que ces deux entités ne se comprenaient pas. Le colon a demandé à Ongba Bisogo de lui donner 1 ou 2 enfants pour l'Allemagne, de sorte qu'il puisse apprendre la langue, de sorte que celui-ci vienne jouer le rôle d'interprète. Parce qu'il avait pensé que c'est peut-être ça qui était à l'origine, n'est-ce pas, de tous les conflits. Et alors que Charles Atanganchama, qui fut désigné le chef supérieur des Ewondo et des Beneux à l'époque, l'est devenu dans ses tenues coloniales. Ça, je ne vous apprends rien en la matière. Bon, mais ça n'était pas ça. À la vérité, je suis tristement obligé de le dire, il était un interprète. Charles Atangama Nchama, qui fut désigné par le colon, le chef supérieur des Ewondo et des Beneux. Non, de pour preuve, les Beneux, n'est-ce pas, avaient, n'est-ce pas, refuté cette autorité de Charles. Ils ont dit qu'ils allaient, n'est-ce pas, se mettre à l'écart de cette autorité. Je vous dispense de la suite. Maintenant, pour revenir, lorsque Njoya, il vient en exil, il avait été condamné effectivement par le colon, à cause de ce qu'on dit encore aujourd'hui, insurrection, ou bien tout ce que vous voulez. C'est Charles, quand même, à cette époque-là, qui demande au colon allemand, pour préserver la dignité de ce dernier, au lieu qu'il aille en réclusion, dans une maison d'arrêt, qu'il vienne plutôt en exil plutôt chez lui, à Yaoundé, et il l'a établi à Efoulan. Il a donc établi le sultan Njoya à l'époque à Efoulan. C'est pour ça que vous allez remarquer que Efoulan est bondé de Bamoun. C'est-à-dire que ça me permet d'embrayer tout de suite là pour vous dire que cette histoire dont on parle d'autochtonie, non, ça n'a pas de sens. Pour nous, ceux-là sont désormais, depuis lors, considérés comme étant des autochtones. Peut-être que vous viendrez à ce sujet. Mais... On va en parler dans cette émission Sa Majesté Bilo-Efa. Lorsque vous êtes intronisé, quelles sont les personnalités qui assistent à cette cérémonie et qui donnent une onction, une valeur traditionnelle à cet événement? Et donc, vous me ramenez justement en 1979, tel que je vous l'ai dit à l'entame, n'est-ce pas, de vos questions. Je ne serai peut-être pas exhaustif, mais je vais vous dire, n'est-ce pas, je vais vous faire part des grandes figures. Il y avait André Fouda, qui était là au rang de la grande notabilité lors de mon intronisation. Il y avait, on l'appelait affectueusement Zibingandang, et qui était donc le papa du patriarche Onambele Zibi. Il y avait Noah Bikié, qui lui était le grand-père de Yannick Noah. Voilà un peu quelques figures. Il y en avait à foison, mais je vous donne déjà au moins ces quelques figures pour comprendre, pour vous situer en tout. Ce qui peut nous amener peut-être sur le terrain des rapports que vous aviez avec d'autres chefferies environnantes. Très souvent on parle des liens avec Etouameki. Ça renvoie à quelque chose de particulier, de spécifique. Vous posez une très belle question, je vais vous répondre, n'est-ce pas, l'historicité d'Etouameki. Etouameki, lorsque cela est traduit en notre langue, c'est la mare de sang. Etouameki,
bien Carlo, un zalin. Et toi, mais qui? Et toi, chez nous, c'est la mare. Et toi, mais qui? C'est-à-dire la mare de sang. C'est là où s'est passée la dernière bataille entre Ongba Bisogo, justement, et les Allemands. Et c'était là, ces derniers jours, Ongba Bisogo. C'était un guerrier qui est mort, les armes à la main. Mais non, pour revenir, pour dire que les autres chefferies, je vais vous dispenser de ce autre. Je vous ai dit à l'entendre que mon père, mon prédécesseur, était le monarque Ewondo Messa. Aujourd'hui, vous pouvez dire Madagascar, vous pouvez dire flamenco, vous pouvez dire mokolo, vous pouvez dire je ne sais plus trop quoi. Mais non, il y a des appellations originelles à tout cela. Mon père a été le chef et dont le monarque Ewondo Messa. À ces années-là, la sous-préfecture était une seule. En Yaoundé, elle était située à Eliguefa. À l'époque, le sous-préfet était, de mémoire, on l'appelait Ongene Grégoire. Et c'est mon père qui encore, n'est-ce pas, accepte et fait même de la suggestion pour ce qui est de l'éclatement des Ewondo Messa. Lorsqu'on dit déjà Messa, il faut savoir que c'est les prunes. Cela relève des pruniers. Messa, il y en avait beaucoup ici chez nous. Et lui qui suscite l'éclatement en des blocs. Et ceci étaient ses collaborateurs. Des années plus tard, ces blocs ont été érigés en chefferies et dans des sous-chefferies. Vous avez donc par exemple, sa carrière, j'ai dit que je ne serais pas exhaustif. Messa Doumassi, Messa Ekwason, Messa Nkwaba, Azege, Messa Medala, Cité verte, vous vous appelez Cité verte aujourd'hui, mais non. L'appellation originelle est tout autre. Lorsqu'on dit Cité verte, oui, c'est l'appellation qu'on a donnée aujourd'hui. Mais nos parents, et nous-mêmes, n'est-ce pas, qui soyons vraiment originaires, nous appelons Eligmizezam. Bibia Carlo et l'église Zam. Et l'église Zam chez nous, ça veut dire quoi? C'était là où on parquait nos lépreux. Et l'église Zam. Lorsque vous le direz, quelque part, on comprendra que, mais tiens, ceux-là, ils connaissent de quoi il s'agit, ils savent de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, vous appelez cité verte. Bon, je voudrais bien qu'elle soit verte encore, cette cité. Mais voilà. Sa Majesté Biloaïfa, on observe la tenue traditionnelle que vous portez et ces notables et guerriers qui sont autour de vous. Que représentent ces attributs, ces accessoires dans votre chefferie et à quel symbole renvoie-t-il concrètement? Je voudrais déjà vous répondre tout de suite que celui-là que vous voyez à ma gauche, c'est lui qui tient ce qu'on appelle ici la ségale royale qui se transmet chez nous de génération en génération. La ségale royale, certains appellent la lance, mais moi je préfère vous dire la ségale royale qui se transmet de génération en génération. Et voilà, et à l'époque, nos parents, ils étaient pratiquement un peu torse nu, ils étaient vêtus de paille. Mais à l'époque, ce n'était pas le paille en tissu, c'est ce qu'on appelait obom. Bikargelono obom. Obom, c'était une écorce de l'arbre qui était suffisamment travaillée de sorte que cette écorce devienne souple, que les gens, n'est-ce pas, s'en vêtissent. Bilourna, obom. Bon, j'ai encore quelques tenues d'obom ici, là, mais au jour d'aujourd'hui, c'est assez raffiné. Mais ce n'est pas comme c'était à l'époque. Maintenant, à ma droite, vous allez voir,
Chez nous, il y a, n'est-ce pas, un brassage, une diversité de cultures. Vous allez trouver un autre qui est notable. On voit qu'il tient, n'est-ce pas, une sorte de... le glaive. Je crois que c'est comme ça que disent les Français. Un très grand glaive et dans le sabre. Cela symbolise aussi tout simplement notre amitié avec les peuples voisins. Lorsqu'un touriste parcourt la ville de Yaoundé, il a le sentiment que l'âme d'Angola et l'identité culturelle du peuple Ekan sont diluées dans la mise en place des institutions, avec l'arrivée d'autres communautés. Il n'a pas la possibilité de pouvoir découvrir cette identité culturelle. Est-ce que vous êtes confronté à cette réalité, cette dilution des valeurs traditionnelles? C'est l'administration, n'est-ce pas, dans ses velléités politiciennes, qui tente de le faire. Mais nous disons que nos us et coutumes restent intacts. Je vais vous prendre des exemples simples. Chez nous, il n'a jamais disparu ce que vous appelez Essani. Alors, Bialouane Essani, c'est-à-dire que c'est une danse mortuaire, pour dire un tout petit peu adieu. Je ne vais pas dire au revoir. Adieu, n'est-ce pas, à un décousus. On appelle Essani. Chez nous, il y a le rituel de la dot, à Wallonie Hawk. On dit, bon, lorsqu'une fille va aller en mariage, il y a tout cela. Bon, il y a quelques aspects qui auraient disparu. C'est-à-dire à l'époque de nos parents, il y avait des jeux, cela était, n'est-ce pas, ça rentrait dans le cadre des jeux. On appelait Ngak, c'était un tout petit peu des boules qu'on jouait un peu comme le ballon, mais ça n'était pas le ballon du tout. Donc, nos traditions n'ont pas été diluées dans l'administration, mais nous disons, et nous continuons de soutenir, que l'administration tente, n'est-ce pas, d'essayer de diluer nos traditions. Pour quelles raisons? Ben ça, c'est pour des raisons politiciennes. Pour des raisons politiciennes. Comment procède-t-elle, selon vous? Ah, ça, je ne peux pas vous dire avec exactitude comment elle procède. D'ailleurs, il faut commencer par ce qu'on appelle, c'est Machiavel qui avait dit diviser pour mieux régner. Mais que cela participe de la division. C'est-à-dire que on divise pour mieux régner. On essaie de fractionner, n'est-ce pas, des peuples pour que, en même temps que leur culture disparaisse, leurs coutumes, leur culture et leurs traditions. His Royal Majesty, what is the impact of that, that attitude of the administration on the relationship between traditional and administrative authorities? C'est une manœuvre pour essayer de gouverner, de régner, c'est-à-dire que diviser pour mieux régner. Par contre, vous décidez de rejoindre l'administration locale. Vous êtes conseiller municipal, vous intégrez la communauté urbaine de Yaoundé et ensuite, tout jeune, vous êtes à la tête de la commission des finances. Comment avez-vous vécu cette ascension au sein de cette administration à Yaoundé et le fait d'être celui qui prend la place de votre père? Vous essayez d'aborder, n'est-ce pas, le volet qui va nous emmener sur le plan politique. D'accord. Mon père était en même temps le trésorier du comité de base de notre village. Longtemps avant moi, c'est-à-dire que je vous ai dit que j'ai succédé au trône de mon père en 1979. Et donc nous étions alors, ça n'était pas le RDPC, c'était l'UNC. Mon père était président du comité de base. Mon père était conseiller municipal, n'est-ce pas, de ce qu'on appelait à l'époque la commune de plein exercice. Lorsque je succède donc à mon père, j'ai remplacé mon père, n'est-ce pas, au comité de base et donc à son poste de trésorier. Et à l'époque, en 1982, surviennent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des élections, mais pour la forme, c'est-à-dire les élections à la communauté urbaine. Mais à l'époque, je vais vous dire ce que vous semblez déjà ne pas ignorer,
ça n'était pas des élections en tant que telles, c'était pour la forme. Alors, on lisait votre nom à la radio. Dès qu'on avait lu votre nom à la radio, parce qu'il y avait la radio, il n'y avait pas la télévision. Alors, de facto, vous étiez déjà conseiller municipal, voire même député aussi à l'époque. Mais on passait par la formalité, c'est-à-dire on dit l'élection. Voilà comment, en fait, je fais mon entrée dans la politique. Et j'embraye tout de suite pour vous dire que non. Et donc, je rentre au conseil municipal en 1982. Je suis le plus jeune conseiller municipal de la République d'alors. Et après, la commission des finances à la communauté urbaine, comment ça se passe? Vous qui êtes le plus jeune, lorsque il y a des réunions visant à pouvoir examiner le budget et prendre des décisions et des orientations pour le développement de la ville de Yaoundé, comment ça se déroule? Non, ben ça se déroule justement d'abord en commission, et puis il y a généralement dans une commune ou une communauté, il y a ce qu'on appelle ici un plan de campagne, qui est étudié, n'est-ce pas, en conclave des conseillers municipaux. Mais ce plan de campagne, et puis, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'examen du budget et du compte administratif, à un moment ou à un autre, mais cette fois-là, qui est parfois ouvert au public, en réalité, qui doit être ouvert au public. J'étais conseiller municipal, j'étais encore tout jeune, et je prenais part aux travaux, n'est-ce pas, du conseil municipal, qui était l'organe délibérant de la communauté de cette époque. Mais comment vivez-vous ces rapports ou cette relation ou ce, pardonnez-moi l'expression, ce concubinage entre le pouvoir temporel et spirituel que vous incarnez et le pouvoir politique? Comment vivez-vous cela? J'étais au commencement de mon magistère de toutes les deux pôles, et donc la politique et l'administration. Je devenais, de facto, en 1985, auxiliaire de l'administration par, n'est-ce pas, l'arrêté préfectoral homologuant la décision des notables. Hein? Et d'un autre côté, par hérédité, je rentrais dans la politique parce que mon père y était. Alors vous dire comment est-ce que je vivais cela, il n'y avait pas de problème. Moi je pense qu'il n'y avait pas de problème à ce niveau, encore que nous étions dans le monolithisme à ces années-là. C'est-à-dire que le fait que vous soyez auxiliaire d'administration, chef traditionnel appartenant à un parti politique gouvernant, vous ne ressentiez pas à l'époque cette tentative de phagocytose de l'autorité traditionnelle par le pouvoir politique. C'est bien cela? Il n'y en avait pas deux déjà. C'est pour ça que j'ai parlé de monolithisme. Il n'y avait pas deux partis. Pourtant, il y avait quand même déjà des velléités de division pour mieux régner. C'est l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure. Bien sûr, il y avait des velléités de division pour mieux régner, mais là, ça se faisait en interne. C'est-à-dire que ceux qui divisent pour mieux régner, c'est en interne, n'est-ce pas, de leur gouvernance. Là, c'est tout autre chose. Lorsque vient, n'est-ce pas, le multipartisme, ça devient autre chose. Comme ça, les esprits peuvent s'ouvrir et chacun peut définir sa trajectoire. Autrement dit, ce qu'on vit aujourd'hui ne vous surprend pas beaucoup? Non, cela ne me surprend pas. Vous m'amenez là à vous dire que j'ai quand même été 3 fois conseiller municipal. Dans, d'abord l'UNC, et ensuite le RDPC, parce qu'il est né en 1985. Conseiller municipal à la communauté urbaine de Yaoundé. Conseiller municipal à la commune urbaine d'arrondissement de Yaoundé 2. 2 fois. Je pense. Mes souvenirs ne me ramènent pas, n'est-ce pas, à ce qu'il y ait eu des problèmes à ce moment-là. His Royal Majesty, today you are the special advisor of the national president of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, Professor Maurice Kamto. How did the switch from the CPDM to the CRM happen? What provoked that? Avant qu'on arrive à cette préoccupation sur vos relations au MRC, vous êtes président de sous-section
du RDPC. Est-ce que vous y étiez par conviction politique ou par calcul d'intérêt pour des postes électifs ou des postes au sein de la haute administration publique? Non, j'étais président de sous-section par effet d'entraînement, à la vérité, parce que j'étais un cartouche. J'avais fait mon entrée en politique. Lorsque je vous ai dit que j'avais fait mon entrée en politique, c'était sans conviction dans une formation politique, puisque je vous ai dit que c'était par hérédité. Je pensais servir mon peuple à travers ce mécanisme. C'est vrai que d'autres peuvent aussi dire qu'ils contribuent au développement de leur pays, même sans la politique. Mais maintenant, il faudrait savoir définir aussi. Qu'est-ce que c'est donc la politique? Mais, puisque j'étais dépositaire, et comme je le suis encore, d'un pouvoir traditionnel, cela, n'est-ce pas, permettait à ce que je me mette en exergue pour avoir pignon sur rue et pouvoir parler, n'est-ce pas, non seulement aux militants, mais encore au peuple. Vous y étiez dans le RDPC pour vos populations ou alors pour espérer que votre statut de chef traditionnel vous ouvrirait des portes pour être ministre de la République, pour être un élu à qui on offre des faveurs? Non, je ne pense pas. Parce que moi, je crois que tout le temps que j'ai vécu, j'ai souvent constaté que bon nombre de ministres, à ces années-là, devenaient militants du parti après leur nomination. Donc ça n'est pas parce qu'ils avaient milité dans le parti qu'ils étaient devenus ministres ou directeurs généraux. Je crois que non, ce n'était pas ça. C'était, n'est-ce pas, l'amour de pouvoir servir les populations, dont le peuple. Nous parlerons du bilan de votre passage au sein du RDPC dans la deuxième partie de cette émission La Vérité en face, avec pour invité Sa Majesté Bilowa Efa, chef coutumier Vokbeti, 5e de la dynastie Domba Bisogo, qui nous fait l'honneur d'ouvrir les portes de son palais royal afin de réaliser cette émission depuis le palais royal du chef coutumier Vokbeti, Sa Majesté Bilowa Efa. D'abord, une courte pause dans cette émission. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La Vérité en face. Invité ici, c'est Sa Majesté Bilowa Efa, chef coutumier Vokbeti, 5e de la dynastie Domba Bisogo, qui a ouvert les portes de son palais royal afin de nous édifier sur les us et coutumes de sa chefferie, de son clan, également les relations entre les autorités traditionnelles et l'autorité administrative ici à Yaoundé. Sa Majesté Bilowa Efa, nous évoquions en première partie votre parcours politique au sein du RDPC. Vous avez plusieurs fois attiré l'attention de vos camarades politiques sur la gestion des finances publiques au sein de la communauté urbaine, et c'est comme ça que vous avez mis à nu des manœuvres assez mafieuses concernant la gestion des marchés publics. Que s'est-il réellement passé sur ce point précis? Lorsque je vous ai dit que je suis entré en politique à la vérité par hérédité, c'est parce que je me disais que la politique, n'est-ce pas, rimait de toutes les façons avec, n'est-ce pas, le dépositaire même de la tradition que je suis. Je me disais que j'apportais par là ma modeste contribution au développement de mon pays à travers la politique. Bien, mais de fil en aiguille, j'y suis allé de frustration en frustration, parce que tout ce que j'apportais, n'est-ce pas, au sein de ce parti politique qui était donc encore, n'est-ce pas, où nous étions encore dans le monolithisme, tout était battu en brèche. J'ai compris que non, à
allant dans cette lancée-là, je ne serais vraiment pas utile à mon peuple. Qu'est-ce que vous avez apporté au RDPC? Qu'est-ce que vous avez dénoncé comme entrave, comme dysfonctionnement au sein de ces conseils municipaux, conseils de communauté auxquels vous avez assisté? J'ai dénoncé plusieurs, n'est-ce pas, situations, à savoir la gestion même du bien public, qui, à mon sens, me paraissait pas pour le bien de la communauté. J'ai dénoncé bon nombre de choses à cet effet. Bon, je n'ai pas été compris et doucement, progressivement, la frustration s'installait parce que j'ai compris que je n'étais peut-être pas dans le moule, n'est-ce pas, de ce qui était attendu pour ceux qui faisaient de la politique dans cette formation. Peut-être quelques illustrations, Sa Majesté, pour nous permettre de voir quel était le sens de ces dénonciations. Je vais vous prendre un exemple. Et là, c'est assez lointain. Prenez par exemple, lorsque j'étais à la communauté urbaine, à la commission des finances, je vous prends un petit exemple. Les marchés. Lorsqu'on parle de marchés publics, ça n'est peut-être pas les marchés publics. On parle des marchés. C'est-à-dire, on parle de marché, on dit par exemple marché de Mokolo, marché de 8e, marché de ceci. Il y a par exemple, n'est-ce pas, des locaux, des box qui sont mis en location par la communauté. Un exemple. À un moment, le budget avait prévu, n'est-ce pas, un recouvrement d'un certain montant. Je vous dispense des chiffres exacts. Le recouvrement a été, n'est-ce pas, à l'excédent. Et le budget d'après, qui du reste est généralement prévisionnel, nous avons prévu, n'est-ce pas, un recouvrement un peu plus au-dessus de ce qui avait été recouvré préalablement. Mais le constat était clair. Nous étions très en deçà de ce qui avait été prévu et de ce qui avait été recouvré préalablement, l'exercice, n'est-ce pas, d'avant. J'ai commencé à poser la question, mais de quoi il s'agit? Il faut qu'on essaie de nous expliquer. Pourquoi? Est-ce qu'on ne paye plus les loyers dans les boxes de marché? Est-ce que il m'a été répondu, bon là c'était peut-être pas de manière ouverte, on me dit que non, ça n'est pas comme ça qu'on travaille ici. J'ai commencé à comprendre que je n'étais pas dans la même ligne de politique, je n'étais pas dans la même vision que mes camarades d'alors. Bon, j'ai quand même continué ça. Nous étions encore à la communauté urbaine. Redescendu à la commune, parce que la communauté urbaine, elle était encore une. Lorsque vint l'éclatement qui donna naissance à Yaoundé 1er, Yaoundé 2, Yaoundé 3, 4, où j'étais conseiller municipal une fois de plus à Yaoundé 2, les mêmes situations, n'est-ce pas, revenaient. Elles étaient récurrentes. Et c'était la même situation, c'était la même rengaine. J'ai compris que je n'étais pas en phase avec, n'est-ce pas, mes camarades d'alors. Toutes les suggestions faites étaient jetées dans la poubelle. His Majesty, where was the problem? Was it an issue of party discipline, party vision, or individual interests of some of your comrades? Non, je crois que c'était les intérêts des individus. Ça ne pouvait pas, c'est-à-dire une entité politique, n'est-ce pas, ne peut pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que je suis sûr que des individus, n'est-ce pas, rentrent à l'intérieur pour, n'est-ce pas, leurs propres intérêts. D'accord. Mais le problème, c'est que quand nous sommes donc dans un parti politique, il faut pouvoir dénoncer ce qui semble ne pas être bon. Mais j'ai compris que non. À force de dénoncer ce que, n'est-ce pas, à mon avis, n'était pas bon, je recevais plutôt les foudres des autres camarades qui se reconnaissaient, n'est-ce pas, dans ces intérêts mafieux. Bon. Alors,
Loin de me résigner, je préfère vous dire tout de suite que chance. Après avoir constaté que vos dénonciations ne produisent pas toujours les fruits escomptés, vous décidez vous-même de challenger vos camarades lors des primaires organisées au sein du RDPC. À partir donc de l'instauration des primaires au sein du parti, j'ai vu là l'opportunité, n'est-ce pas, de pouvoir démontrer ce dont nous sommes capables, de pouvoir mettre en exergue notre popularité, et dont la mienne, si vous voulez. Mais ce qui a été fait, d'abord les élections au sein du parti, que l'on appelait le renouvellement des organes de base, en 2002, je bats tout le monde. Qui supervise ces primaires en interne et qui sont vos adversaires à l'époque? Ceux qui supervisaient, j'aime mieux vous dire qu'au niveau de la supervision, n'est-ce pas des primaires, beaucoup plus. D'abord, des élections internes, c'est-à-dire le renouvellement des organes de base qu'on appelait. Il y avait, là je n'ai pas besoin de taire son nom, puisqu'il vient encore, Serge Laurent et Tounigo, qui supervisait les élections en interne, au niveau de la sous-section. Ok, je passe avec brio, c'est-à-dire à la sous-section. Je deviens donc le président de sous-section. Immédiatement après, il est convoqué, n'est-ce pas, les élections primaires. Au sein du parti, les primaires ici étant entendu que les primaires, c'est une opération qui consiste, n'est-ce pas, à déceler les meilleurs d'une formation politique pour les mettre face aux meilleurs des autres formations politiques. Bien. Je passe encore avec brio, mais je ne peux pas manquer de vous dire. J'ai face à moi, aux primaires, les primaires qui étaient supervisées par Nyat Ndifendi, qui est aujourd'hui l'actuel président du Sénat, et Touningwa, il secondait aussi. Il y avait Charles Etundi. C'est des gens qui supervisaient. Je crois que j'ai vu Marafa Amidou Yahya, qui était passé aussi là en météore, toujours dans le cadre de ces primaires. Mais à ce moment-là, les élections primaires étaient des élections à 2 tours au sein du parti. J'avais face à moi le maire sortant en 2002. Son nom n'est pas tabou non plus, et il existe encore, et son nom Alphonse, qui était le maire sortant. Et il y avait d'un autre côté un conglomérat de patriarches avec à leur tête Onembele Zibi Emile, les patriarches Onembele Zibi Emile. Je tiens à vous souligner que tous c'étaient des frères, et donc des Bogbeti. Nous sommes donc allés à cette bataille électorale, n'est-ce pas, au compte des primaires. Pour une élection à 2 tours, j'ai réussi, n'est-ce pas, à les balayer encore au premier tour. Et cela se passait au Palais des Congrès. J'ai encore un témoin vivant qu'on appelle le ministre Etundi Ngoa. Bon, maintenant nous allons à l'élection populaire. C'était au plus fort de l'opposition cette fois-là. Et donc le SDF venait de faire véritablement son apparition et bien d'autres formations politiques. J'ai conduit la liste du RDPC d'alors pour la mairie de Yaoundé 2. Bien. Nous remportons avec brio l'élection. Mes équipiers et moi. Bien sûr, après avoir balayé, n'est-ce pas, les adversaires dans les primaires. His Majesty, how did you succeed to go through the primaries, despite the fact that your ideas were constantly being rejected by your comrades? How did you succeed to go through? Là, cette fois-là, c'était des stratégies politiques sur le terrain, avec des acteurs politiques sur le terrain. Ça n'était plus une question de cooptation. C'est différent cette fois-là. C'est-à-dire qu'il faut mettre, n'est-ce pas, ses capacités réelles vis-à-vis, n'est-ce pas, des autres camarades. Avoir la capacité de mobilisation, savoir, n'est-ce pas, synergiser, savoir syndiquer, n'est-ce pas, les forces autour de soi. Et ça, j'en étais capable. J'en suis encore capable. Donc c'est donc fort de cela, malgré le fait
que lors de ces primaires, il me souvient encore que le président du Sénat d'aujourd'hui m'avait amené en conclave avec, n'est-ce pas, les adversaires me demandant pour l'intérêt supérieur du parti, il faut, n'est-ce pas, créer, comment vous appelez ça, Une liste consensuelle. Une liste consensuelle. Alors là, je leur avais dit non. J'avais dit au président du Sénat, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, vous n'étiez pas encore président du Sénat, d'accord? Il dit, mais je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que moi, je suis un homme politique qui veille plutôt sur son avenir politique. J'ai travaillé nuit et jour avec des camarades, sous la pluie, sous le soleil. Je ne peux pas, n'est-ce pas, me départir d'une partie de mes équipiers, mes camarades de lutte, lorsque nous allions, n'est-ce pas, aux primaires, parce que s'il fallait faire une liste consensuelle, ça veut dire que sur les 41 conseillers municipaux de l'époque, il fallait que chacun, n'est-ce pas, essaye d'enlever ne serait-ce que 20. Au moins. Et je leur ai dit que je ne pouvais pas. Et je leur ai dit, n'est-ce pas, que non, je préfère aller tomber sur le champ de bataille avec les équipiers. Alors justement, vous battez vos camarades du RDPC aux primaires, vous remportez l'élection municipale en tant que tête de liste Tout à fait. RDPC. Oui. Est-ce que vous êtes ensuite investi maire RDPC à Yaoundé 2? C'est là où commencent un tout petit peu les frustrations, parce que de toutes les façons, en politique, tout homme politique a quand même une ambition. Tout homme politique est quand même ambitieux. On ne peut pas reprocher cela à quelqu'un. Je ne peux pas conduire une liste pour être une sorte de faire-valoir, non. Ma surprise a été grande de constater que, en République du Cameroun, en 2002, j'ai fut la seule tête de liste qui n'ait pas été investie maire. Pour quelle raison? What happened? Là, les raisons, je ne peux pas les connaître. Mais il faut peut-être demander ces raisons-là à ceux qui ont procédé à cela. C'est pour ça, moi, je dis que c'était ma surprise. Comment vous l'avez vécu? Mais je l'ai vécu, ce n'était pas bien. C'est pour ça que je dis que c'était le commencement des frustrations. Ça ne pouvait pas être bien. Mais avec le recul aujourd'hui, vous pouvez quand même avoir un certain nombre d'indications sur ce qui n'a pas marché, les raisons pour lesquelles vous avez été banni, entre griffes. Non, c'est parce que j'ai compris tardivement que c'est parce que je n'étais pas en phase avec, n'est-ce pas, leur ligne de politique. C'est-à-dire que c'était autre chose. Là-bas, il fallait de la captation, de l'inféodation. Il fallait, n'est-ce pas, jouer leur rôle d'asservi, jouer leur rôle pratiquement de, comment vous appelez ça, de serviteurs aveugles et muets. Or, cela ne sciait pas avec, n'est-ce pas, ma personne et même ma posture. The fact that you were kept aside provoked frustrations, as you indicated. What did you do next? What was the next step that you took? Non, j'ai continué quand même de servir le parti, tout en cogitant de savoir comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer quand même de servir, n'est-ce pas, ma population. Je suis resté le président de la sous-section, j'ai fini mon mandat, parce que c'était en 2002, et jusqu'en 2007, j'étais toujours président de sous-section. Donc le mandat, je l'ai tranquillement fini. Après, je suis resté militant du parti. Mais c'est après, bon là ce sera une autre affaire. Il y avait plusieurs partis, déjà qui étaient nés, mais je ne voyais pas encore. C'est-à-dire que pour redéfinir ma trajectoire politique, je ne voyais pas encore un parti, n'est-ce pas, ayant une idéologie qui épousait mes aspirations. Mais ça peut paraître incongru, Sa Majesté. Vous êtes tête de liste au cours d'une élection, après on investit quelqu'un d'autre, et puis vous restez quand même le responsable de cette formation politique. Vous ne quittez pas le parti, mais vous cogitez parce que vous estimez qu'il n'y a pas encore une formation politique qui réponde à vos aspirations. Certains pourraient imaginer qu'il y avait peut-être un certain nombre d'intérêts que vous aviez l'intention de protéger et que c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas tout de suite décidé. Non,
je continuais, n'est-ce pas, d'apporter mon expertise dans le parti politique. Ce que je venais de vous dire, je continuais d'apporter mon expertise dans le parti politique. Une expertise dans un environnement où personne ne vous écoutait, où personne ne prenait au sérieux ce que vous expliquez. Oui, bien entendu, mais que fallait-il faire? Il fallait pas rester inerte, il fallait pas rester, n'est-ce pas, dans l'anonymat, il fallait toujours apporter, n'est-ce pas, du sien, pour le bien. Vous pourriez décider, par exemple, de claquer la porte. Oui, claquer la porte, c'est des attitudes, comment je peux appeler ça? C'est-à-dire que je ne suis pas belliqueux par essence. Ça n'est pas comme ça que ça fonctionne avec moi. C'est-à-dire que j'ai la possibilité et le temps, n'est-ce pas, d'observer et de voir venir. Alors que le paysage politique se diversifie, vous décidez d'adhérer au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Lorsque certains de vos proches apprennent cette nouvelle, ils se posent une question triviale. Comment l'héritier du trône, Ewondo Musa, un roi chez les Ekans, est-il devenu conseiller politique, conseiller spécial, leader politique accusé de tribalisme? Dans mon entendement, je n'ai jamais, n'est-ce pas, intégré que l'opinion politique, n'est-ce pas, l'opinion divergente, par exemple, devrait influencer les fonctions traditionnelles. Je n'ai jamais pensé qu'il fallait absolument, parce que, n'est-ce pas, on est dépositaire de la tradition, être dans un seul et unique parti et dans le parti au pouvoir. Même lorsque ce parti, n'est-ce pas, ne satisfait pas vos aspirations. Donc je n'ai pas toujours pensé comme ça. Mais maintenant, dès le moment que j'ai fait un parti politique qui satisfaisait mes aspirations, là où j'ai pensé que je pouvais effectivement apporter mon expertise et qui pouvait porter, j'ai décidé de redéfinir ma trajectoire politique. Mais c'est quoi la particularité de cette formation politique? Parce que, comme vous l'avez indiqué, il y a d'autres formations politiques qui animent la vie publique depuis le retour au multipartisme. Il y a le SDF en 90 avec l'Union pour le changement qui fait des vagues, je dis, qui suscitent beaucoup d'admiration. Vous avez l'Union des populations du Cameroun qui revient sur la scène. Mais pourquoi le MRC? Pourquoi le MRC? Animer une vie politique est une chose, mais l'idéologie en est une autre. Et l'idéologie du mouvement pour la renaissance du Cameroun, n'est-ce pas, c'est la recherche réelle, n'est-ce pas, de l'amélioration du cadre de vie des concitoyens. Le social-libéralisme. C'est-à-dire que social-libéralisme qui lui est la synthèse des principaux courants de pensée qui placent l'homme au centre de l'action politique. Alors je me suis dit, eh ben voilà, je peux y apporter mon expertise. Et j'y suis. Et je tiens à vous dire que j'entre dans le MRC en... D'abord, je démissionne du parti RDPC le 10 avril 2013. Alors, immédiatement, je fais mon entrée dans le MRC. Oh. Nous allons aux élections en 2013, justement, pendant que nous n'avions même pas encore 7 mois d'existence, il n'y avait pas de problème. Ce qui m'intéressait, n'est-ce pas, c'était l'idéologie du parti et le projet de société, qui pour moi me paraissait, n'est-ce pas, bien pour le peuple. Mais qu'est-ce qui vous rassure au-delà de l'idéologie? Vous étiez dans un parti politique, le RDPC, qui avait certes ses faiblesses et ses insuffisances, mais un parti dans lequel vous étiez depuis quelque temps, avec des responsabilités importantes, et vous avez le MRC qui apparaît sur la scène et qui vous présente une idéologie qui vous paraît intéressante. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments tout autour qui ont peut-être, qui vous ont décidé à adhérer dans cette formation politique au-delà de l'idéologie? Ce qui animait, n'est-ce pas, ce qui m'animait, c'était d'être véritablement au service du bien-être, n'est-ce pas, des concitoyens. Ce n'est pas tellement... Parce que j'avais déjà suffisamment donné, et mal compris malheureusement, mais ce qui m'animait, c'était véritablement être au service des concitoyens.
et que ce que j'apporte, n'est-ce pas, puisse véritablement servir. Sa Majesté Bilo Efa, un an après l'élection présidentielle d'octobre 2018, suivie d'une contestation post-électorale que vous avez menée, le ministre de l'Administration territoriale a rendu public un arrêté portant destitution de Bilo Efa, chef de 3e degré du quartier Nkwaba. Dans ce document, il vous reproche d'être un instigateur d'actes d'insurrection, d'insubordination caractérisés contre les autorités administratives et de participation à une manifestation interdite. Ce sont les motifs invoqués pour votre destitution. Lorsque ce document est rendu public, comment réagissez-vous? Oui, déjà, lorsque j'ai entendu, c'était par voie de médias que j'ai entendu, n'est-ce pas, cet arrêté du ministre. Pas. La vérité, c'est que ça m'a laissé à 37. Je vais vous dire une chose. J'ai lu là-dedans insubordination, insurrection, participation à une manifestation interdite. Admettons que tout cela soit avéré. Mais quelle est l'incidence que cela a à voir avec mes fonctions de chef traditionnel? Encore que, pour arriver à une telle décision, mais il faut le commencement. Le commencement, je peux dire je crois pouvoir dire sans risque de me tromper, que c'est la procédure disciplinaire. Mais ça n'a pas été. Alors, Sa Majesté Bilo Efa, il y a un texte, notamment le décret numéro 77/245 du 15 juillet 1977, qui, dans son article 29, indique les sanctions qui sont prises à l'encontre des chefs traditionnels qui se mettent en porte-à-faux avec l'administration camerounaise. On parle notamment de rappel à l'ordre, d'avertissement, de blâme, avant d'arriver bien évidemment à une éventuelle destitution. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous rassurer de ce que vous n'avez jamais fait l'objet d'un rappel à l'ordre ou d'un blâme pour qu'on en arrive aujourd'hui à une destitution? Je voudrais vous dire, mon cher, que l'administration, je crois qu'elle est écrite. Si j'avais fait l'objet, n'est-ce pas, d'une seule étape de ces procédures, cela serait juste, cela serait d'ailleurs porté, n'est-ce pas? Donc, l'arrêté, n'est-ce pas, qui m'a été notifié jeudi. Et donc, le jeudi qui vient de passer là. Mais avant ça, de tout, n'est-ce pas, tout le temps que j'ai mis à la tête de mon village comme étant le chef coutumier, je n'ai jamais reçu ni de blâme, ni quoi que ce soit en la matière pour ce qui est de la procédure disciplinaire. Is that why C'est you ça qui est un peu surprenant. is that why you qualified the territorial administration minister's decision as an abomination? Bien sûr que c'est une abomination puisque c'est en dehors de toute norme. Mais le ministre dit qu'il s'appuie sur les rapports des autorités administratives pour prendre cette décision. Il insiste sur l'insubordination caractérisée. Il parle d'incitation à l'insurrection. Cela laisse supposer que vous, Sa Majesté Bilo Efa, vous avez instrumentalisé votre communauté pour des opérations d'insurrection à travers la capitale Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale ne peut pas en même temps être, n'est-ce pas, le ministre de la justice. Comment cela se fait? Alors il prend les décisions que devrait éventuellement prendre le ministre de la Justice ou encore ses subordonnés. Nous disons que non. C'est-à-dire que rien ne m'a été notifié en la matière. Ça, je vous le répète. Mais que, n'est-ce pas, le contraire me soit opposé. Sa Majesté Bilo Efa, est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez de vous considérer comme le chef de cette communauté? Je vous ai
dit, n'est-ce pas, à l'entame, n'est-ce pas, de notre entretien, que c'est par dévolution héréditaire que je suis le chef coutumier Mvok Betsi. Et donc vous ne tenez aucun compte de cette décision du ministre de l'administration territoriale? Non, il me laisse à 37, ça je vous l'ai dit. Laissez-moi vous dire encore. Je vous ai dit que je suis, n'est-ce pas, le dépositaire de nos traditions, de nos us et coutumes. Je suis le chef coutumier Mvok Betsi du clan Mvok Tsumbala, à Messan Kwaba, où je réside. Mais je vous ai dit le processus, n'est-ce pas, qui a fait de moi le chef coutumier Mvok Betsi, à Messan Kwaba, du clan Mvok Tsumbala, en remplacement de mon père, qui était dans mon prédécesseur. Cela, n'est-ce pas, l'arrêté du ministre ne m'enlève ni dignité en la matière, ni autorité, ni moins encore légitimité. Est-ce que le problème, c'est la procédure qui n'a pas été respectée et donc qui annule, de votre point de vue, la décision ou l'arrêté ministériel, ou le problème se pose au niveau de la qualité ou de la, je veux dire, le pouvoir du ministre de vous destituer comme chef traditionnel? Vous savez, il y a deux choses à comprendre dans cette histoire. L'autorité traditionnelle. Le décret de 77 organisant la chefferie traditionnelle vient, n'est-ce pas, avec un article qui dit que l'autorité traditionnelle est l'auxiliaire de l'administration. Nous disons pas non. Cela a été accepté comme ça. Nous pouvons ester pour nous défendre. Pas sur le plan, n'est-ce pas, de la tradition. Nous ne nous défendons pas de savoir que nous ayons été destitués comme étant chef traditionnel, chef coutumier. Mais nous posons le problème de l'auxiliaire de l'administration. Ça, c'est une autre affaire. Le même texte, dans son article 15, dit que les chefs du premier degré sont désignés par le Premier ministre, ceux du deuxième degré par le ministre de l'administration territoriale et ceux du troisième degré par le préfet. Est-ce que cela ne veut pas dire, pour rester dans ce que les juristes appellent parallélisme de forme, je n'en comprends pas grand-chose, que le préfet qui vous désigne comme chef traditionnel a encore la possibilité de vous destituer. D'ailleurs, ce même texte prévoit les cas de vacances pour cause de destitution des chefs traditionnels. Il y a une chose à comprendre. Le préfet, les ministres ou encore le premier ministre ne désignent personne. L'arrêté qui en découle est un arrêté d'homologation de la décision, n'est-ce pas, traditionnelle. Le texte parle pourtant de désignation. Ça non, mais moi, je suis désolé. Moi, je parle d'homologation. C'est écrit noir sur blanc. Un homologue. C'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au village, dans un royaume. Parce que nous sommes un État. Sa Majesté Bilo Aifa, une partie de votre communauté est désemparée depuis l'annonce de cette décision ministérielle qui prononce votre destitution. Lorsque vos administrés sont ainsi troublés, quel message en langue leur adressez-vous? Maïn Makad, Tsumbala, et dans mes boban dili, Sekik, ma, mene azo, mina yon Tsumbala, min yabayi ne bat tukuram barak. Dami bo kala, Amubakar Joadal na serserangatum yak. Serset angatum yak. Oye en bas bonal. Bak ba danzen. Asuina. Bak ba beaucoup min bitou. Bak ba bouk min me fap. Anum fawam. Ma yemidom yamenendambo. Asuina maluman. Da. Din. Din ya ini inzan ayabat tukuram barak
Je voudrais dire à mon peuple que oui, d'accord, une décision allant dans ce sens est tombée à mon encontre. Mais il ne faudrait pas que mon peuple et dans ma population se leurrent, se trompent. Ce n'est pas sur moi qu'ils devraient pleurer. Et sur eux-mêmes, parce que c'est leur dignité qui est en train d'être piétinée. À moi-même, moi je suis Bilois Alpha. Mais je suis le dépositaire de nos traditions, de nos us et coutumes. Demain, il n'y aura plus Bilois Alpha. Mais il y aura toujours un chef coutumier, Vogbeti, du clan Vogtumbala, mais ça en quoi bas. Donc il faudrait qu'il fasse très attention. Mais il faut une macarne. En d'autres termes, une machette ne polie pas son propre manche. Ça là n'est pas possible. Ce n'est pas à moi de me lever encore pour dire non, j'ai mon credo, je sais comment faire pour me défendre. Mais c'est à eux de défendre leur dignité. C'est pas moi. Mais s'ils se complaisent dans cette situation, voilà, grand bien leur face. Mais que voulez-vous que je fasse? Certains de vos frères vous accusent d'avoir organisé des manifestations interdites pour le compte du MRC, un parti politique qui, dans certaines sphères politiques, est accusé d'être un parti tribaliste qui a voulu monter une communauté contre la communauté à laquelle appartient le chef de l'État du Cameroun à travers les propos tenus par le président du MRC lors du contentieux électoral au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous comprenez les plaintes, les récriminations formulées à votre encontre, vous qui soutenez aujourd'hui le MRC? Non, moi je crois qu'il faut d'abord commencer par dissocier, c'est-à-dire que l'appartenance à une formation politique, n'est-ce pas, qui est la liberté de tout citoyen et les responsabilités de chef traditionnel, chef coutumier ou encore chef de quartier. Et d'un autre côté, là, c'est un faux débat. Lorsqu'on dit un parti tribal qui prend le tribalisme, ben j'en ris. Comment ça se fait donc? Et moi, qu'est-ce que je fais là? Suis-je Baham? Suis-je, je sais pas quoi? Je sais pas, je sais que je suis un Camerounais. Mais c'est un parti politique, n'est-ce pas? Camerounais. C'est une formation politique, n'est-ce pas? Du Cameroun. Et une formation politique camerounaise. Donc, moi, je crois que parler de tribalisme, je ne reconnais pas là-dedans. Pourquoi donc organiser des manifestations malgré les interdictions des autorités administratives? Pourquoi défier l'autorité qui estime qu'il ne faut pas troubler l'ordre public dans la capitale du Cameroun, alors que le Conseil constitutionnel a déjà proclamé le vainqueur de la dernière élection présidentielle? Pourquoi vous vous entêtez autant? À ma connaissance, nous n'avons pas eu notification, par exemple, n'est-ce pas, d'interdiction de manifester. C'est pour ça que nous étions confortables de manifester et beaucoup plus en respect, n'est-ce pas, de la loi fondamentale de notre pays en matière de manifestation publique. Je continue de croire, lorsque je lis entre les lignes, que les manifestations publiques sont déclaratives. Lorsqu'on a déclaré, au surplus, il ne nous a pas été notifié une interdiction quelconque de quoi que ce soit. C'est pour ça que, pour revenir, n'est-ce pas, à votre question, nous nous sommes retrouvés, n'est-ce pas, à cette marche de contestation. En ce qui me concerne personnellement, le 1er juin 2019. Les raisons de cette manifestation sont en partie liées
à la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Vous avez interpellé le gouvernement camerounais sur sa gestion de cette crise qui dure depuis 3 ans. Et aujourd'hui, il y a un code de la décentralisation qui a été examiné lors d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale avec un statut particulier pour ces 2 régions du nord-ouest et sud-ouest. Cette évolution de la part du gouvernement dans l'octroi de compétences et de pouvoirs et d'autonomie à ces régions-là, pour vous, est-ce que ça répond aux préoccupations soulevées par ces populations? Je vais peut-être vous décevoir parce que vous risquez de ne pas avoir réponse à votre question en la matière, parce que je suis militant d'une formation politique avec un esprit libre, mais je ne suis pas un électron libre. C'est-à-dire que nos déclarations, n'est-ce pas, sont la résultante d'un brainstorming. Et dès que nous avons fini avec notre brainstorming, nous avons ce qu'on appelle ici un porte-étendard qui rend public, n'est-ce pas, nos décisions. C'est pour ça que j'étais en train de vous dire que je risquerais de vous décevoir. Cette question, Sa Majesté, vous êtes chef traditionnel, donc vous êtes au cœur de la pratique même de la décentralisation, qui est un système politique administrative, dit-on, qui doit rapprocher davantage les administrés de l'administration. Vous avez expérimenté cela en tant que chef traditionnel. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces réformes qui sont initiées dans le sens de donner un coup de pouce, un coup de fouet à cette décentralisation, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez le sentiment que ce code, par exemple, qui vient d'être adopté et les réformes y afférentes pourront effectivement apporter quelque chose de positif aux chefs traditionnels qui sont au cœur de la pratique de cette décentralisation? C'est vrai que vous voulez peut-être me tirer les verres du nez, mais je pourrais vous dire tout au moins que pour ce qui est de la satisfaction, c'est non. Nous ne sommes pas dans cette posture parce que si nous prenons le cas, n'est-ce pas, de la situation sécuritaire et donc ce qui se passe au noseau de notre pays, ça n'est pas comme ça qu'une crise de cette nature devrait se gérer. Ça, je m'avance un tout petit peu là, sous réserve. Ça n'est pas comme ça. Une crise, ça se gère, n'est-ce pas, avec la présence de ce qu'on peut considérer ici comme étant des belligérants. On ne prend pas des décisions comme ça pour les imposer aux gens. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. À mon sens, je pense que c'est un peu comme ça. Bon. Mais il me semble que cela ne risque pas de prospérer quand on évolue dans ce sens. Mais mon souhait, comme tout Camerounais, je le suppose, c'est d'aboutir à la paix sociale, à la paix pour nous tous. Are you saying that the special status aspect of that bill on decentralization and of course all the other actions and measures taken by government this far cannot solve the crisis in the northwest and southwest regions? Cannot put an end to the bloodshed? Mais je ne peux même pas me prononcer dessus puisque je n'ai connaissance du contenu. Sa Majesté Bilo Waïfa, le gouvernement souhaite désormais que les personnalités élues à la tête des villes soient des autochtones. Et cela a suscité un vif débat au sein de l'opinion publique sur la notion d'autochtonie et la participation à une élection ou à la gestion des affaires de la cité au Cameroun. Quel est votre regard sur ce débat? Non, écoutez, en ce qui me concerne, je vais vous répondre simplement que non. Nous acheminons là vers ce qu'on appelle la destruction des fondements de la République. Qu'est-ce que ça veut dire autochtone? L'autochtone se définit d'abord, l'autochtonie se définit par quoi? Si on parle déjà de ce fait-là. Moi, Paul-Marie Biloa Eifa, moi j'ai trouvé, n'est-ce pas, lorsque je suis, après, n'est-ce pas, être sorti du sein de ma mère, j'ai trouvé des gens qui ne soient pas originaires d'ici, mais qui y vivaient. La notion d'autochtonie, c'est quoi alors? Et je dis que de toutes les façons, c'est un très grand bond en arrière, n'est-ce pas, et qui participe à la destruction des fondements même de la République. D'aucuns estiment que cette option a été choisie pour permettre à ces autochtones d'accéder à des postes électifs importants, préserver
protéger leurs intérêts. Est-ce que cet argument tient? Non, non, j'aurais peut-être pu m'en réjouir, n'est-ce pas, d'une telle décision si j'étais égoïste et égocentrique, en me disant que, ok, voilà, bon nombre, n'est-ce pas, de compatriotes sont écartés à la course en la matière. Mais je dis que non, cela participe de la destruction des fondements même de la République, nécessairement République. Quels sont ces fondements sur lesquels vous vous appuyez pour étayer votre argumentaire? Fondaments, c'est-à-dire que nous sommes arrivés, n'est-ce pas, en démocratie, c'est ce que nous voulons dire. La démocratie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vivre, se sentir partout chez soi, dans le triangle national. Je pense que c'est un peu ça. Mais certaines communautés qui se revendiquent être autochtones se plaignent de voir leur espace de vie se réduire au fil des ans à cause du dynamisme d'autres communautés et souhaitent que l'État central puisse mettre sur pied des mécanismes de protection et de promotion des autochtones au milieu des autres communautés. Vous avez dit à cause du dynamisme d'autres communautés. Alors ils ne peuvent s'en prévaloir que de leur propre turpitude, mais qu'ils soient dynamiques. Mais ce sont également considérés très souvent comme étant des minorités qu'il faut protéger. Et il y a, en ce sens, un certain nombre de textes ou d'instruments juridiques internationaux dans le sens de la protection des minorités. Oui, là, j'avoue, je suis même parfaitement d'accord avec vous. Mais je tiens, et je vous prierai de comprendre que, à une autre occasion, et sous un autre ciel, je vous apporterai, n'est-ce pas, une réponse, n'est-ce pas, par l'entremise de, n'est-ce pas, la chapelle dont je me revendique. Sa Majesté Bello Alpha, nous sommes à Yaoundé. Vous êtes chef coutumier depuis une quarantaine d'années. Comment appréciez-vous le niveau de vie des populations ici, la qualité de la vie et les conditions de vie des populations ici à Yaoundé? Dans l'ensemble, c'est médiocre, c'est même exécrable. Moi, je dis, c'est pour ça que mon combat, n'est-ce pas, est axé beaucoup plus sur ça. Parce que moi, personnellement, je continue de batailler, n'est-ce pas, pour l'amélioration du cadre de vie des concitoyens. Si cela a été chose Quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'état des lieux, je dis que c'est visible. Voyez-vous, comment? Prenons des petits exemples, par exemple, sur le plan de l'hygiène. Vous vous sentez vraiment à l'aise, vous, sur le plan de l'hygiène seulement? Comment on fait? Je ne vais pas être exhaustif, je vous prends seulement ce pan. Nous vivons avec des tas d'immondices. Ça peut se résoudre, ces problèmes. Il y a seulement ce qu'on appelle ici une absence de volonté politique. C'est tout. Quand on pense, n'est-ce pas, à des milliards qui s'envolent en fumée, par-ci par-là, n'est-ce pas, entre des meubles minoritaires. Je vous pense seulement ce cas. Mais des exemples, n'est-ce pas, et il y en a à n'en plus compter, mon cher Cédric. Mais vous auriez pu changer la vie de ces populations en allant aux élections. Les populations attendaient le MRC à ces élections législatives et municipales pour améliorer leurs conditions de vie en étant élus à la tête des mairies, en étant élus députés à l'Assemblée nationale. Et à la dernière minute, vous avez décidé de boycotter ce double scrutin législatif et municipal. Pourquoi avoir brisé le rêve de ces populations et de vos militants qui aspiraient à ces postes électifs à être maire et député? Vous ouvrez encore là un autre pan, Cédric, qui m'amène à vous dire que nous n'avons pas brisé le rêve, n'est-ce pas, de ces postulants éventuels, mais nous les avons plutôt sauvés de la mascarade. Nous les avons sauvés, n'est-ce pas, de ce que j'ai toujours appelé ici l'abîme sans fond. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que vous avez pu entrevoir avant ce processus électoral? Le code électoral de notre pays, n'est-ce pas, ne permet pas, n'est-ce pas, un jeu clair. Donc, nous avons des illustrations, n'est-ce pas, à foison. Là, on ne prie pas
On reviendra peut-être là-dessus. Bref, ce n'est pas possible de gagner une élection face au régime actuellement avec ce code électoral s'il n'est revu de façon consensuelle. Pour ça que nous avons, n'est-ce pas, évité cet abîme sans fond à notre peuple. Vous êtes le conseiller du président national du MRC. On peut donc penser légitimement que vous êtes de ceux qui ont inspiré cette décision. Notre formation politique, n'est-ce pas, au-delà, n'est-ce pas, de la convention qui est l'étape suprême de notre parti, il y a ce qu'on appelle le Conseil national, qui est un tout petit peu, je vais parler, n'est-ce pas, de manière simple, un tout petit peu le petit frère de la convention. Le Conseil national, lui, n'est-ce pas, il regroupe les cadres du parti, à un certain niveau, c'est-à-dire que jusqu'au niveau, les cadres, jusqu'au niveau communal. Et les décisions sont débattues au sein, n'est-ce pas, de ce Conseil national avant d'être rendues publiques. Je ne peux donc pas me targuer en vous disant que non, j'ai inspiré, non, ce serait me glorifier. Non, enfin, pas de décider, inspiré, c'est-à-dire que vous avez peut-être parlé dans l'oreille du président national. C'est pour ça donc que je dis que non, je ne vais pas me glorifier en vous le disant. Mais moi, je préfère dire que non, c'est le Conseil national, n'est-ce pas, qui a décidé. Maintenant, sur les répercussions, lorsque vous observez autour de vous les militants du MRC au lendemain de cette décision-là, est-ce que vous avez le sentiment que la pilule entre griffes a été avalée? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cela pourrait impacter négativement sur l'avenir du parti? Est-ce que vous voyez un MRC plus fort ou plus fragile au lendemain de cette décision de boycotter le double scrutin? La pilule est restée à mi-chemin entre, n'est-ce pas, la gorge et la panse. Et elle a tout fait de ressortir avec les explications que nous avons apportées à notre peuple. As a special advisor of the national president of the CRM political party, why did you not advise Professor Maurice Kamto and the other leaders of the party to take this decision earlier instead of allowing those who were going in for the elections, the municipal and the legislative, to brave mountains, to brave death even, to compile their documents and so on, and the decision comes on the last day? Cela participe justement de ce qu'on appelle les stratégies, de ce que nous avons appelé la stratégie. La stratégie qui consiste, n'est-ce pas, au démantèlement de ce qu'on appelle la mascarade qui dure depuis très longtemps. Il fallait bien qu'on engage, n'est-ce pas, ce processus. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça, je peux me le permettre maintenant. Après justement le brainstorming strict avec le président élu, le professeur Maurice Kamto, nous avons arrêté notre stratégie. Donc je peux, n'est-ce pas, vous la dévoiler maintenant. Elle consistait à quoi? C'est-à-dire jouer un tout petit peu ce qu'on appelle le serpent des marais. Il faut laisser avancer. Parce que si la stratégie était dévoilée avant, de par quelque manière que ce soit, un, ça n'aurait plus été la stratégie, deux, ça n'aurait pas produit l'effet escompté. Qu'est-ce que nous recherchions? Pourquoi nous avons dit à la dernière minute que nous ne prenons pas part au double scrutin? C'était pour casser les ailes, n'est-ce pas, de ce régime que moi je continue de dire illégitime. Nous continuons de dire ce régime illégitime. Pourquoi? Si nous avions fait transpirer, n'est-ce pas, notre stratégie dans notre façon de le faire, même seulement 48 heures avant, le régime vous aurait sorti peut-être une dizaine de micro-partis, financés toujours par lui-même, pour vous miroiter que non, il y a une situation
multicolore sur le plan politique dans le pays. Il fallait attendre, n'est-ce pas, le jour J pour arrêter. Et le président élu, le professeur Maurice Kamto, vous a encore dit, n'est-ce pas, lors d'une émission, que non. Il ne faut pas se leurrer. Nous avons entendu certains dire que non, c'est parce que nous n'avons pas été capables de produire des listes, nous disons non. Les portes de notre siège sont ouvertes. Venez, vous allez constater, n'est-ce pas, la foultitude de dossiers pour ce qui est des mairies, pour ce qui est, n'est-ce pas, des candidats à la députation. Donc la question n'est pas là. Si aujourd'hui, le jeu électoral est clair à travers, n'est-ce pas, les mécanismes que l'on appelle ici, le code électoral, vous verrez comment on va aller aux élections. Et j'étais en train de vous dire que nous ne sommes pas allés aux élections parce que nous voulions éviter, n'est-ce pas, l'abîme à nos militants d'une part, mais en général à notre peuple. Voyez-vous, revenez un tout petit peu en arrière. Lors de l'élection présidentielle, c'était l'octroi. L'octroi. Dire que le régime a octroyé 14%, n'est-ce pas, au président élu, le professeur Maurice Kamto. Et le régime voulait nous ramener à l'humiliation extrême en démontrant que, mais non, ces gens-là sont en train de parler de hold-up électoral. Parce qu'ils allaient encore octroyer cette fois-là à minima. Cette fois-là, véritablement à minima. On pourrait vous donner, par exemple, 5 députés. Donner, je parle bien de donner. Peut-être 3 ou 4 mairies obscures dans un coin lointain du pays, pour démontrer, dire aux yeux de l'opinion que, mais non, mais ces gens qui crient à tuer Adia au hold-up électoral, mais voilà ce qu'ils valent. Je voudrais justement vous relancer sur l'avenir, mais cette fois-ci sur votre avenir à vous, Sa Majesté Bilo Efa. Vous avez dit tout à l'heure que vous vous considérez toujours comme chef traditionnel. Cela veut dire que vous vous mettez en porte-à-faux avec la décision qui a été prise par le ministre de l'administration territoriale. Vous n'en tenez aucun compte, c'est ce que vous avez dit. Qu'est-ce que vous allez faire de façon concrète? Est-ce que vous allez attaquer la décision? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet, c'est en rapport avec votre avenir au sein du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Est-ce que vous allez, est-ce que vous allez continuer à militer dans cette formation politique ou bien vous allez peut-être envisager de poursuivre ou de retourner au RDPC, de poursuivre dans une autre formation politique qui pourra faire une offre beaucoup plus importante après le secousse que cette formation politique peut connaître au lendemain de la décision du boycott? Cette décision n'influence en rien ma trajectoire politique. Et j'ai dit, mon militantisme au mouvement pour la Renaissance du Cameroun ne tient pas ses fondements absolument à la recherche d'un poste. Il tient beaucoup plus, n'est-ce pas, à apporter ma contribution, n'est-ce pas, à l'amélioration du cadre de vie des concitoyens. Ce n'est pas absolument parce qu'un poste ou un autre. Maintenant, pour ce qui est de votre poste de chef traditionnel, vous avez été, on va dire, dépouillé de vos attributs de chef traditionnel. Oui, mais non, il faut peut-être faire la différence. Dépouillé de mes attributs, il faut peut-être dire, n'est-ce pas, m'enlever mes attributions d'auxiliaire d'administration. Mais je ne suis en rien dépouillé de mes attributs traditionnels. Alors, il faut faire cette
I want to know something concerning the future of your throne, the throne on which you're sitting on, and your community. You still maintain that you are the leader, the traditional leader of your community. But what will happen if the senior division officer of the Mfundi division, according to the law that organizes, or the decree that organizes the traditional administration in Cameroon, appoints another traditional ruler to sit in for you, to sit in your place? What will happen? Il faudra peut-être qu'il lui trouve d'abord un autre site, peut-être en dehors du village. Il faudra peut-être commencer par là. Mais je n'ai aucune crainte en la matière parce que j'ai fait beaucoup plus confiance à mon peuple que au papier. Vous avez dit en juin, je crois que c'était le 5 juin, dans une lettre que vous avez adressée à vos populations au lendemain de votre incarcération après les marches blanches de juin 2019, vous avez indiqué que vous êtes républicain. Vous êtes républicain et vous êtes épris de paix et de justice et que vous êtes respectueux des lois et des institutions de votre pays. Cela signifie bien évidemment que si l'autorité administrative décide par exemple de désigner quelqu'un d'autre, vous allez vous plier à cette décision, non? Je n'ai pas dit que j'en étais contre. J'ai dit que mais il prendra soin de lui trouver déjà un autre site. Je crois que j'ai été un peu plus clair, mais moi, qu'est-ce que j'en sais? Mais cela ne m'enlève pas de mon trône, n'est-ce pas? De Tsombala, c'est-à-dire Amessa Nkwaba, et cela ne me dépouille pas de mes attributs traditionnels. J'ai été clair lorsque je dis que non. Il m'a peut-être, pour l'instant, été retiré, n'est-ce pas, les attributions en tant qu'auxiliaire de l'administration, mais je ne suis en aucune façon dépouillé de mes attributs traditionnels. If that were to happen, will that mean that there will be two chiefs in the village? Wait and see. Et donc, attendons de voir. Sa Majesté Bilo Haïfa, la décision de boycott des élections législatives municipales du MRC est en partie liée à la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Concernant cette crise, les États-Unis d'Amérique demandent au gouvernement camerounais d'engager des négociations inclusives avec les chefs des groupes armés, avec les chefs de l'opposition au Cameroun pour trouver des solutions consensuelles qui seront dirigées, qui vont restaurer la paix dans le pays. Est-ce que cette attitude des États-Unis, vous êtes d'accord avec cette attitude de la communauté internationale, notamment les États-Unis, qui semblent mettre la pression sur le gouvernement camerounais pour favoriser l'opposition et qui semble s'aligner sur la position du MRC? Cela est déplorable, n'est-ce pas, que cela nous vienne plutôt de l'extérieur, parce que ce n'est que logique. C'est ce que nous avons toujours dit. Mais c'est gênant que nous, en interne, n'ayons pas été en capacité, n'est-ce pas, de pouvoir embrasser le problème dans ce sens. Lorsque nous, les tenants, n'est-ce pas, du pouvoir, et donc ce qui sont, n'est-ce pas, au régime, ce n'est qu'une approche logique de la chose. Donc c'est pour dire que non, attendez, les États-Unis et bien d'autres et d'autres forces extérieures ne font que nous emboîter le pas dans ce que nous avons toujours décrié. À la suite de ces conseils des partenaires du Cameroun, le président de la République pourrait inviter le MRC dans la formation d'un gouvernement d'union nationale pour mettre sur pied ces réformes visant à sortir le pays des crises multiformes auxquelles le pays est confronté. Est-ce que vous, en tant que conseiller spécial du président national du MRC, vous donneriez votre quitus pour que votre formation politique puisse entrer dans un gouvernement d'union nationale à la tête duquel se trouve le chef de l'État, Paul Biya, pour conduire les réformes et sortir le pays de la situation dans laquelle le pays se trouve actuellement? Vous souffrirez que je ne puisse vous dévoiler, n'est-ce pas, ce que je peux apporter comme conseil, n'est-ce pas, à mon porte-étendard.
Comment est-ce que je pourrais, n'est-ce pas, vous dévoiler ce que je pourrais lui apporter comme conseil? Je lui apporte des conseils et il a toute sa liberté de rendre public, n'est-ce pas, de juger d'abord de l'opportunité. Dans un tel scénario, quel conseil pourriez-vous donner? Vous n'arriverez pas à me tirer les verres du nez en la matière. Je vous ai dit, je ne pourrais pas vous faire, n'est-ce pas, étalage des conseils éventuels que je pourrais apporter, n'est-ce pas, au président national de mon parti et dont le président est élu. Vous ne donneriez pas un conseil, mais quelle est votre position personnelle? Une position personnelle? Non, non, non. Je crois que vous prenez un autre détour là pour arriver, n'est-ce pas, à la réponse. His Royal Majesty, will it be advisable for any party of the opposition, including the CRM, to join hands with the ruling party, the CPDM, to form a government in order to take Cameroon out of the troubled waters? Will it be advisable for any political party? Bah, à ce niveau, je peux vous apporter une réponse. Je dis que le président est élu. Il n'a jamais eu de cesse de clamer qu'il a la main tendue. Mais prenez-la. Avoir la main tendue, ça veut dire quoi? C'est en août, 18 ans. Donc la main reste tendue. Sa Majesté Bilo Efa, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous êtes le chef coutumier Vok-Beti. Au moment où il y a ce repli identitaire qui semble prendre l'ampleur au Cameroun, au moment où la question du tribalisme est d'actualité, quel message en langue avez-vous à la fin de cette émission pour les populations qui vous écoutent, pour les Camerounais qui vous suivent ce soir? Mais une makara yondam ne zom yeba kiba kwa ne bibo men zogoro ne nyar mongos zwa mongot ma torne zom tiasi ki gumbangasu namwan binga yebne bin zom zizia bin un Cameroun bon be Cameroun ben zom zizia oya on bin dam ki bebne bi boy zom balone nyar mongos zwa mongos zom tiasi ki ga mbang matam non vulne bitar bezing benga bokoba bekelba non bininga ne baluk bininga bete so aminam abesikik beti basikike wono basikike beti da bininga bete so ba biebi ban mie ine bilo ban bete ya onte minga zona na alwasi ki fi binga suone bot binga suone ba bezan ya minam amal lane fina bitwab zom zizia aswina ma bukuban metwab bien. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, c'est-à-dire en résumé. Je dis, nous ne pouvons pas aller dans cette lancée-là. C'est le message que j'envoie, n'est-ce pas, mes populations, mon peuple, et que nous ne pouvons pas aller dans cette lancée-là, dans ce qu'on appelle ici le repli identitaire. Ce serait un retour grave en arrière, un retour terrible, ce serait même catastrophique. Et j'étais en train de dire que je prends l'exemple, par exemple, de nos parents, à une certaine époque, qui avaient pris, je prends les cas simples, pour épouse des filles venues des contrées voisines, et pas seulement des contrées voisines, et même des régions, n'est-ce pas, voisines. Comment on fait? Et je voudrais même prendre mon cas propre à moi. À l'époque, lorsque je succédais à mon père, et donc, à l'âge de 24 ans, j'ai pris pour épouse une fille de l'Ouest, précisément d'une D, dont Baganté. Bon, paix à son âme, elle a été rappelée à Dieu, elle m'a laissé des enfants, et donc 6 enfants. Comment on va appeler ces enfants-là? On les met où lorsqu'on va commencer à parler de repli identitaire? Bon, paix à son âme, elle a été rappelée à Dieu en 2004. Mais après quelques temps de viduité, j'ai repris un cœur femme, mais toujours un cœur à l'ouest.
cette fois-là, chez les Bafans et donc chez les Bapoutengalu. Des enfants, nous en avons aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Bref, pour dire que, pour moi, le repli identitaire, n'est-ce pas, serait catastrophique. Ce n'est pas bon pour notre pays, et ni pour aucun autre pays. Merci, Sa Majesté Bilo Alpha, de nous avoir reçus ici au Palais Royal. C'est nous qui vous remercions, n'est-ce pas, pour l'honneur que vous nous avez fait par cette visite de courtoisie, comme je l'ai dit depuis le départ, en notre modeste demeure. Ça n'est pas toujours, n'est-ce pas, qu'on a un panel de brillants journalistes tels que vous. Moi, je vous ai toujours vu, n'est-ce pas, à travers les médias. Je ne pensais pas vous avoir, n'est-ce pas, en personne tel que vous êtes là. Et donc, il est normal que ce soit moi, et donc nous, qui vous disions merci pour cette visite de courtoisie. Je remercie également Duval Fongois et Jonathan Babila d'avoir participé à cet entretien. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Emmanuel Wapi, Eric Ouattara, qui ont contribué à la réalisation de cette émission La Vérité en face au Palais Royal du chef coutumier Vokbeti sur les hauteurs de Yaoundé. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision. Reçoit certains privilèges.